Lorsque Adolf Hitler arriva au pouvoir en 1933, l'une des premières choses qu'il fit fut d'imposer la loi martiale sur tout le territoire allemand. Il prétendait que la nation allemande était menacée par des ennemis internes. Dans une tentative de lutter contre cet ennemi invisible, Hitler unifia toutes les forces de police en une seule. Il plaça cette super police entre les mains de certains de ses sbires les plus fidèles et cruels, et leur donna une liberté d'action totale pour persécuter, torturer, incarcérer et tuer les personnes indésirables dans le Reich. La Gestapo devint célèbre pour ses méthodes non orthodoxes et sa cruauté indicible. Pendant les 12 années du Troisième Reich, la Gestapo était synonyme de terreur dans l'esprit des communistes, des juifs, des homosexuels, des tziganes, des dissidents et en général de toute personne qui n'était pas un partisan aveugle du parti nazi. Benvenuti in the Marshall Memoirs. Les germes de la terreur, les origines de la Gestapo. En 1934, après seulement un an de dictature nazie, 65 000 Allemands avaient quitté leur pays. Leur vie était en danger s'ils restaient. Des milliers d'hommes et de femmes, pour la plupart des scientifiques, des artistes, des écrivains et des professeurs, décidèrent de prendre le risque de franchir illégalement la frontière pour demander asile à l'étranger. Ils fuyaient une terreur insidieuse qui portait désormais un nom, la Gestapo. Ce mot devint un symbole de misère et d'horreur. Et pour cause, il s'agissait d'une force de police qui travaillait dans l'ombre, contrôlant la population, enlevant les communistes suspects, les juifs, les homosexuels, les activistes anti-nazis, et à peu près toute personne que le parti d'Hitler n'aimait pas. Cet édifice monstrueux de terreur était l'œuvre d'un seul homme, l'un des plus anciens membres du parti nazi nommé Hermann Göring. Göring était un tyran depuis son plus jeune âge. Il était constamment expulsé des écoles à cause de son tempérament agressif et de son caractère volontaire. Son père résolut le problème de son éducation en l'envoyant à l'école des cadets de Karlsruhe, d'où il sortit diplômé pour intégrer l'école militaire de Berlin. Il combattit pendant la Première Guerre mondiale et travailla comme pilote privé de 1918 jusqu'à sa rencontre avec Adolf Hitler en 1922. Il rejoignit alors le parti nazi et fut nommé lieutenant-général dans la SA, la milice clandestine d'Hitler. En quelques mois, avec l'aide de soldats, il transforma cette troupe déjà importante mais encore mal organisée en une armée, avec l'aide notamment d'Ernst Röhm, qui se vit confier le commandement de la 7e division de la SA. En compagnie de Röhm et de Göring, Hitler planifia un putsch à Munich le 9 novembre 1923. La tentative, insuffisamment préparée, s'effondra en quelques heures. Le régiment de la SA de Munich avait pris position sur la rive droite de la rivière Isar, tandis que la police s'installait sur la rive gauche. Pour contrer toute tentative de résistance, Göring prit quelques otages. L'affaire se termina par un échange de tirs dans un passage étroit de la ville. Göring reçut 2 balles dans l'estomac. Blessé, saignant abondamment, il trouva asile pendant quelques heures dans la maison d'une famille juive, les Balins. Finalement, les nazis le trouvèrent et le conduisirent en secret à la frontière autrichienne et de là à Innsbruck, où il reçut finalement des soins hospitaliers. 20 ans plus tard, la famille Balin devait leur vie à l'aide qu'ils avaient fournie à Göring cette nuit-là. En 1931, la première femme de Göring mourut. Dès ce moment, il se consacra à la politique et aida Hitler à accéder au pouvoir en 1933. En récompense, il se vit offrir le commandement de la SA, mais il refusa. Il avait des plans bien plus ambitieux. Ce qu'il voulait vraiment, c'était être chef de la police, mais avec un pouvoir illimité d'arrêter et de tuer. Hitler fut ravi de son idée et le nomma ministre de l'Intérieur, avec le pouvoir de créer cette super police comme il le souhaitait. Le 26 avril 1933, Göring publia un décret créant une police secrète d'État appelée Die Geheime Staatspolizei, communément connue sous le nom de Gestapo. Elle était sous l'autorité du ministre de l'Intérieur prussien, c'est-à-dire Göring. Il nomma Rudolf Diels son adjoint. En allemand, Geheime signifie non seulement secret, mais aussi privé. Et en effet, si cette police politique était secrète, elle devait également être la police privée d'un parti et même d'un seul homme. Finalement, un autre décret créa un bureau de la Gestapo dans chaque district de Prusse, subordonné au service central à Berlin.
La Gestapo, jusqu'alors limitée à Berlin, avait maintenant une branche dans chaque district, et en tant que département de police secrète, la première chose qu'ils firent fut d'établir des camps privés dans tout le pays. Dans ces camps d'horreur, les prisonniers étaient battus à coups de fouet et d'instruments contondants jusqu'à perdre connaissance. Ils étaient également fréquemment torturés. Ce traitement était officieux et n'était enregistré nulle part, sauf dans l'esprit de ces survivants. Himmler et Heydrich, architectes de la mort. La première époque de la Gestapo prit fin lorsque Rudolf Diels fut renvoyé, le 1er avril 1934. Göring ne considérait pas que Diels était suffisamment impitoyable pour occuper ce poste. L'homme choisi par Göring pour lui succéder allait laisser son empreinte personnelle et cruelle sur la Gestapo, grâce à son style personnel et à son caractère indélébile. Il s'agissait d'Heinrich Himmler, un des hommes de confiance d'Hitler, un commandant compétent et intelligent qui se consacrait à l'étude de l'occulte. Ce fait allait façonner à la fois la politique raciale du Reich et son travail au sein de la Gestapo. Himmler s'intéressa au mysticisme et à l'occulte dès son plus jeune âge. Il lia cet intérêt à sa philosophie raciste, cherchant des preuves de la supériorité raciale aryenne et nordique depuis les temps anciens. Il promut un culte du culte des ancêtres, en particulier parmi les membres de la SS, comme un moyen de préserver la pureté de la race et d'offrir l'immortalité à la nation. Lorsque Göring l'intégra à la Gestapo, Himmler était déjà une figure importante au sein de la SS, qu'il appelait l'Ordre Noir, inspiré par l'Ordre des Chevaliers Teutoniques, fondé au XIIe siècle. Il commença le processus de remplacement du christianisme par un nouveau code moral qui rejetait l'humanitarisme et, comme Adolf Hitler, rejetait le concept chrétien du mariage. En 1935, il fonda une société de recherche chargée de parcourir le globe à la recherche de preuves de la supériorité et des origines anciennes de la race germanique. Le 20 avril 1934, Göring délégua la direction de la Gestapo à Himmler. Mais il n'était pas seul. Il choisit plusieurs adjoints parmi les membres de confiance de son ordre noir. À Munich et ensuite pour la Bavière, il avait nommé un personnage particulièrement intéressant, le chef du service de sécurité de la SS, Reinhard Heydrich. Lorsque Himmler parvint enfin à contrôler la Gestapo et s'installa à Berlin, il nomma immédiatement Heydrich chef du bureau central de la Gestapo. Jusqu'à ce moment-là, la tradition de longue date en Allemagne voulait que les affaires de police soient gérées par les autorités locales. Le jour même de son arrivée, Heydrich unifia toutes les forces politiques de toute l'Allemagne. Ce jour-là, la Gestapo franchit les frontières prussiennes et étendit son réseau à toute l'Allemagne, devenant effectivement le mastodonte implacable qui allait terrifier tous les dissidents politiques du Reich. Heydrich est largement considéré comme l'une des figures les plus sombres du régime nazi. Adolf Hitler lui-même le qualifiait souvent de l'homme au cœur de fer. Il fut le premier chef du service de sécurité allemand, une organisation de renseignement chargée de neutraliser la résistance au parti nazi par des arrestations, des déportations et des meurtres. Il contribua à organiser la Nuit de Cristal, une série d'attaques coordonnées contre les Juifs dans toute l'Allemagne nazie et une partie de l'Autriche en novembre 1938. Les attaques furent menées par des membres de la SA et des civils et constituaient un prélude glaçant à l'Holocauste. À son arrivée à Prague, Heydrich chercha à éliminer l'opposition à l'occupation nazie en réprimant la culture tchèque et en déportant et exécutant des membres de la résistance tchèque. Il fut directement responsable des Einsatzgruppen, les forces spéciales qui suivaient les armées allemandes et tuaient plus de 2 millions de personnes par fusillade et gazage, dont 1 300 000 juifs. Une autre raison pour laquelle Göring avait nommé Himmler était le fait que Himmler était également déterminé à ruiner Ernst Röhm, le chef de la SA et l'un de ses principaux ennemis au sein du parti nazi. Il appréciait aussi les compétences stratégiques de Himmler, démontrées dans la manière dont il avait géré la persécution de l'opposition politique au sein de la SS. Avec un allié de cette stature, les jours de Röhm étaient comptés. Bain de sang dans le Reich, la nuit des longs couteaux. En mai 1934, Hitler fut convaincu que Röhm planifiait un coup d'État contre lui et voulait même l'éliminer personnellement. Cela était basé sur des rumeurs sans fondement, mais ce fut suffisant pour déclencher une purge violente au sein du parti nazi, conduisant à la mort de plus de 150 personnes
y compris Röhm. Le 21 juin 1934, le président Hindenburg eut une réunion avec Adolf Hitler chez lui à Neudeck, au cours de laquelle il l'informa que soit le pouvoir de Röhm était limité, soit la loi martiale serait déclarée. Pour rester au pouvoir, Hitler devait éliminer Röhm et la direction de la SA. Le 28 juin, Hitler, gardé par la SS, rencontra Göring, Himmler et Goebbels à l'hôtel Dresden de Bad Godesberg. Les 4 hommes discutèrent de la manière de procéder. Il fut décidé que Röhm et ses principaux partisans devaient être éliminés. La SS et la Gestapo reçurent la tâche d'élaborer une liste de cibles. Les commandos de la SS exécuteraient les assassinats. On estimait que les hommes de la SS auraient le moins de scrupules à agir en tant qu'exécuteurs, tandis que les officiers de la Gestapo, en tant qu'anciens détectives, pourraient hésiter à se livrer à des assassinats arbitraires de ce type. Ce qui suivit ne peut être décrit que comme un bain de sang. D'abord, ils s'en prirent à Röhm lui-même. Lui et son entourage de la SA séjournaient à l'hôtel Hanselbauer à Bad Wiessee. Lorsque Hitler et Goebbels arrivèrent, tout était silencieux. Hitler entra dans le bâtiment et se précipita à l'étage. Il entra d'abord dans la chambre d'un chef de la SA nommé Heines et le découvrit au lit avec un chef de troupe homosexuel de 18 ans. Tous deux furent arrêtés par les gardes de la SS. Hitler entra ensuite dans la chambre de Röhm, accompagné de 2 gardes de la SS, et l'informa qu'il était en état d'arrestation. Les autres membres de la SA séjournant à l'hôtel furent également rassemblés et entassés dans des voitures en attente. Tous les arrêtés finirent à la tristement célèbre prison de Stadelheim à Munich. Le lendemain, Röhm eut l'occasion de faire la chose décente et de se suicider. Un officier de la prison plaça un revolver sur une table à côté de son lit à cette fin. 10 minutes s'écoulèrent, mais il n'y eut que le silence. L'officier de la SS Theodor Eicke, commandant du camp de concentration de Dachau, entra dans la cellule. Ils étaient armés de revolvers. Röhm, en sueur, torse nu, se leva à son entrée. L'officier de la SS leva froidement son arme et tira plusieurs balles dans le haut de son corps. Röhm s'effondra et mourut en quelques secondes. D'autres comptes furent réglés dans le bain de sang de Munich. Gustav von Kahr, ancien président du Conseil des ministres de Bavière qui avait trahi Hitler lors du célèbre putsch de la brasserie de Munich en 1923, fut battu à mort par des gardes de la SS, à coups de pioche près du camp de concentration de Dachau. Certaines erreurs se produisirent également lors de la vague frénétique de raids et de meurtres de la SS. Le docteur Willy Schmid, un critique musical de premier plan dans un journal local, fut abattu dans son appartement munichois devant sa femme et ses enfants. Les hommes de la SS qui le tuèrent cherchaient un certain Willy Schmid, un chef local bien connu de la SA, mais ils avaient reçu la mauvaise adresse d'un officier de la Gestapo. Leur cible initiale fut finalement retrouvée et tuée aussi. Pendant ce temps, Göring, Himmler et Heydrich étaient occupés à Berlin. Le matin du 30 juin, les gardes de la SS sonnèrent à la porte de la maison du général Kurt von Schleicher, ancien chancelier allemand. Lorsque sa domestique ouvrit la porte, les gardes de la SS la bousculèrent, trouvèrent leur cible dans son salon et l'abattirent sous une pluie de balles. Sa femme fut également tuée en tentant de le protéger. La domestique s'enfuit en criant. Ce fut la fille du couple, âgée de 12 ans, qui découvrit ses parents gisant morts dans une mare de sang sur le tapis du salon, à son retour de l'école. Hormis quelques erreurs, l'opération menée par la Gestapo fut considérée comme un franc succès. Hitler lui-même offrit un discours national diffusé au Reichstag le 13 juillet, assumant le massacre et avertissant les dissidents potentiels de la terrible destinée qui les attendait. Sur les 150 victimes, seulement 50 étaient des membres de la SA, dont Röhm. Des centaines d'autres furent arrêtés, amenés dans les prisons de la Gestapo et torturés pendant des jours. L'idéologie raciste de la Gestapo. En 1935, Heydrich publia un article intitulé « Combattre les ennemis de l'État », affirmant que l'État n'était qu'un moyen pour atteindre une fin. Cette fin étant la protection du peuple allemand. Ainsi, la Gestapo fut chargée de combattre les ennemis du peuple. Dans son discours, la Gestapo devenait ainsi le docteur du corps national allemand, veillant à sa santé et contraint de combattre impitoyablement tous les agents pathogènes et maladies.
Les causes de cette maladie du corps national-socialiste furent rapidement identifiées. Il s'agissait des communistes, des francs-maçons et des églises. Et au-dessus et derrière tout ceci se trouvaient les Juifs. Sous la direction de Heydrich et Himmler, la Gestapo devint le protecteur de l'idéologie nazie. En tant que tel, Himmler établit les deux principes fondamentaux qui allaient régir la Gestapo dorénavant: la sélection raciale et l'obéissance aveugle. Ceux-ci devinrent des critères non seulement pour décider qui était un ennemi du peuple et qui ne l'était pas, mais aussi qui pouvait faire partie de la Gestapo et qui n'était pas autorisé à entrer dans son organisation. Himmler pensait pouvoir sélectionner uniquement des individus de sang nordique pur et leur enseigner la discipline militaire afin de créer une organisation d'élite supérieure pour protéger le Troisième Reich de l'ennemi intérieur. Le processus de sélection pour entrer dans la Gestapo était extrêmement rigoureux. Les candidats étaient examinés et vérifiés. Sur 100 candidats, seulement en moyenne 10 à 15 passaient les contrôles. Ils devaient produire le dossier politique de leurs parents, frères et sœurs, leur arbre généalogique remontant à 1750, et naturellement, ils devaient passer un examen physique et présenter leur dossier dans le mouvement des jeunesses hitlériennes. De plus, ils devaient fournir un dossier sur leur hérédité, prouvant que leurs parents et leurs familles ne souffraient d'aucune maladie héréditaire. Ces maladies étaient considérées comme un symptôme de sang impur. Himmler poussa même son système bien au-delà de la police secrète avec la création du Lebensborn, la fontaine de vie. Cette institution perverse était une sorte de ferme d'élevage humain, où de jeunes filles sélectionnées pour leurs traits nordiques parfaits pouvaient, libres de toute obligation conjugale, procréer avec des hommes de la SS et de la Gestapo, également choisis selon les mêmes critères. Les enfants nés de ces unions étaient le fruit d'un eugénisme planifié et appartenaient à l'État, leur éducation étant assurée dans des écoles spéciales. En théorie, ils étaient destinés à former la première génération de nazis purs, façonnés dans l'ovule. L'effondrement du régime ne permit pas aux nazis de poursuivre cette expérience. Néanmoins, 50 000 enfants naquirent dans ces fermes d'élevage. La formulation de l'idéologie centrale était une chose, mais comment ces idées pénétrèrent-elles les esprits des officiers de la Gestapo? En cela, les nationaux-socialistes ne laissèrent rien au hasard. Himmler lui-même était convaincu que ces hommes devaient être instruits idéologiquement. Himmler fit créer une série d'établissements de formation, y compris le Collège de leadership de la police de sécurité, dans le quartier de Charlottenburg à Berlin, qui avait jusque-là été connu sous le nom d'Institut de la police, et le Collège de la police des frontières à Pretzsch. La formation idéologique des officiers de la Gestapo était d'autant plus valorisée après le déclenchement de la guerre, puisque la cohérence idéologique était de la plus grande importance dans la guerre d'extermination, assurant le bon fonctionnement des forces de police de sécurité. L'endoctrinement antisémite était bien sûr la priorité absolue. Les Juifs étaient l'ennemi public numéro 1. Divers matériaux de formation furent compilés et les formateurs devaient être capables de fonder la théorie dans la pratique. Pour la direction de la police de sécurité, il ne s'agissait pas seulement de transmettre des connaissances, il fallait aussi donner l'exemple de cette attitude idéologique. Par conséquent, une majorité des instructeurs avaient eux-mêmes joué un rôle actif dans la soi-disant solution finale au problème juif: détruire le parti communiste de l'intérieur. Grâce au leadership de Himmler, la Gestapo chercha à punir les ennemis du peuple en général, vus comme des catégories raciales et biologiques. Mais dans la première phase du Troisième Reich, la priorité pour les dirigeants nationaux socialistes était la persécution des opposants politiques, c'est-à-dire des sociaux-démocrates et des communistes. Par conséquent, tous les employés de la Gestapo ayant une expérience préalable de ces activités furent déployés. Avant 1934, ces personnes n'étaient généralement pas particulièrement engagées envers le NSDAP, mais leurs attitudes anticommunistes les rapprochèrent des nouveaux dirigeants. L'outil principal dont ils disposaient pour infiltrer et désarmer les organisations communistes étaient les informateurs. Bien que la Gestapo ait pu recruter des informateurs dans tous les secteurs de la société critique du régime nazi, il semble que les groupes politiques de gauche étaient particulièrement susceptibles à cette forme de trahison. La Gestapo à Berlin décréta très tôt que tous les bureaux de la Gestapo dans le Reich devaient établir un service de renseignement de la police d'État pour combattre le communisme et le marxisme.
En même temps, la Gestapo recommanda que les prisonniers libérés des camps de concentration soient recrutés et employés à long terme. Pourtant, certains espions de la police étaient déjà actifs dans les cercles communistes avant même que les nazis ne prennent le contrôle. Il y eut des succès spectaculaires peu après la prise du pouvoir. Le 3 mars 1933, Ernst Thälmann, chef du comité central du Parti communiste allemand, fut trahi par un espion et arrêté par la police politique. Son successeur, John Scheer, tomba également victime des espions et fut arrêté le 9 novembre 1933. La Gestapo recruta des informateurs afin d'obtenir des informations sur les structures illégales du Parti communiste. Leur principal objectif était alors de détruire ces structures le plus rapidement possible, de sorte que les informateurs étaient souvent recrutés avec des objectifs à court terme en tête et abandonnés peu après. Une fois leur trahison réussie, ces informateurs étaient ensuite écartés et dans certains cas même arrêtés. Le déploiement systématique des informateurs produisit des lacunes significatives au sein de la résistance politique organisée. Eugen Wicker était l'un des informateurs les plus efficaces de la Gestapo, issu d'un milieu communiste mais apparemment retourné après son internement en 1933 au camp de concentration d'Oberer-Kuhberg près d'Ulm. Après sa libération, il fut actif pour la Gestapo sous le nom de code Hans, espionnant les structures communistes illégales en Württemberg. Il bénéficia également de l'aide de son frère, Alfons Wicker, qu'il réussit à persuader de rejoindre les rangs des informateurs. Une fois que les frères Wicker furent membres de la direction du district du Parti communiste de Württemberg en 1936, ils purent presque décapiter les structures communistes qu'ils connaissaient de l'intérieur. L'une des descentes les plus réussies de la Gestapo fut contre l'Aide Rouge, un groupe en Bavière du Sud dirigé par Georg Lechleiter. Ce groupe de résistance fut également découvert par un informateur interne. Le traître donna à la Gestapo les noms de plusieurs membres du groupe illégal qui avaient entre autres distribué un document intitulé « Der Vorbote », signifiant « le héros ». En conséquence, Lechleiter et ses co-conspirateurs furent arrêtés par la Gestapo à la fin de février 1942, torturés et interrogés sans arrêt pendant 2 jours et nuits, et remis au département de justice criminelle. Les appartements des arrêtés furent fouillés et du matériel suspect fut saisi. La Gestapo procéda à de plus en plus d'arrestations sur la base des aveux obtenus lors des interrogatoires, et au total 50 à 60 personnes furent arrêtées. Le 15 mai 1942, Lechleiter fut condamné à mort par la Cour du peuple à Mannheim, et peu après, ses 19 co-conspirateurs furent exécutés, tandis que 3 autres moururent en détention dans des circonstances suspectes. Bien que le Parti communiste d'Allemagne ait continué d'exister dans l'ombre, la Gestapo s'assura qu'il ne puisse nuire au Troisième Reich. Dans cet effort, ils allèrent jusqu'à des extrêmes tels que l'arrestation d'un prêtre catholique pour avoir célébré une messe pour un communiste décédé. Comme on peut l'imaginer, après de telles mesures, aucun prêtre n'aurait été disposé à faire quoi que ce soit de semblable. Germaniser l'Est, les cruautés de la Gestapo en Pologne. Comme expliqué précédemment, après qu'Himmler ait pris la place de Göring à la tête de la Gestapo, le concept de sécurité intérieure est devenu motivé par la race. La déportation des citoyens juifs vers la Pologne, ainsi que la destruction des biens culturels juifs pendant la soi-disant « nuit de cristal », étaient des signes clairs que la situation s'était intensifiée. Après 1938, la persécution des Juifs est devenue de plus en plus intensive et impitoyable. En octobre 1938, les chefs de la police de sécurité ont transmis l'ordre d'arrêter et de déporter en Pologne tous les Juifs polonais de plus de 18 ans actuellement dans la zone du Reich. Pendant 2 ans, entre 1938 et 1940, Adolf Eichmann a organisé la déportation des Juifs autrichiens vers la Pologne et a répété ce processus pour les Juifs tchèques à Prague. Cela a conduit à sa promotion à la tête de la section juive du siège de la Gestapo à Berlin. Eichmann a organisé l'ensemble du transport de tous les Juifs d'Europe vers les camps de la mort pendant l'Holocauste. Les Juifs déportés en 1938 ont peut-être pensé qu'ils avaient échappé à un coup dur, mais cette pensée n'a duré que jusqu'au 1er septembre 1939, lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne, initiant officiellement la Seconde Guerre mondiale. L'invasion de la Pologne a offert à Himmler et Heydrich
l'opportunité d'étendre considérablement les pouvoirs limités de la Gestapo et des SS au-delà des frontières du Reich allemand. Il devait mettre en œuvre le plan d'épuration ethnique d'Hitler. Dans les premiers jours de la guerre, la Gestapo et l'agence de renseignement ont déployé environ 2000 hommes, dont les 3/4 provenaient de la Gestapo et de la police criminelle. Presque immédiatement, ce groupe d'intervention a commencé à mener des exécutions de masse si violentes que le commandement de l'armée en a été dégoûté. Les dernières unités polonaises se sont rendues en octobre. La campagne militaire en Pologne était terminée, mais la campagne meurtrière des forces d'intervention de la Gestapo a continué. Il n'y a pas de chiffre exact pour les victimes, mais à la fin de 1939, des dizaines de milliers de personnes avaient été abattues en Pologne, environ 7000 juifs ainsi que l'élite polonaise. Dans le district de Wart, en Pologne, la Gestapo était responsable de la surveillance de la population juive, des sanctions, de l'internement dans des camps de concentration et des exécutions. La persécution des Juifs dans le district de Wart n'était donc pas différente de celle du reste de la Pologne occupée. Néanmoins, l'exclusion et l'extermination des Juifs ont vu certaines particularités et innovations. Des ghettos ont été créés pour la première fois, par exemple. Le ghetto de Lodz a été le plus durable. Plus de 200 000 Juifs y ont vécu pendant des périodes allant jusqu'à 4 ans. De plus, du gaz toxique a été utilisé pour la première fois dans le district de Wart pour la campagne de euthanasie, lorsque des Polonais handicapés ont été assassinés en décembre 1939. Cela a créé un lien direct avec l'Holocauste. Le premier camp d'extermination a été mis en place à Chelmno, dans le district de Wart, en novembre 1941. Les Juifs ont été exterminés dans la région de Wart, même à partir de septembre 1941, d'abord avec des camions à gaz mobile, puis à l'intérieur des camps de la mort. La Gestapo était directement impliquée dans ce processus. Les hommes de la police de sécurité contrôlaient tous les postes administratifs à Chelmno, et les bureaux locaux de la Gestapo jouaient un rôle important dans la concentration et l'extermination des Juifs. Dans tous les territoires de l'Est, la Gestapo et d'autres organisations nazies ont coopté l'aide des unités de police indigènes, presque toutes uniformées et capables de mener des actions drastiques. En Pologne, cependant, les nazis ont agi par eux-mêmes et la Gestapo avait de nombreuses attributions. En mai 1940, la police de sécurité a mené une grande opération extraordinaire de pacification où 4000 Polonais non-juifs ont été assassinés et des milliers déportés dans des camps de concentration, y compris celui d'Auschwitz spécialement construit à cet effet. La persécution des intellectuels polonais et de l'opposition politique ainsi que la lutte contre le mouvement de résistance étaient les principales tâches de la Gestapo dans les territoires polonais. Ici, aux côtés des informateurs, ils utilisaient leur autre arme principale, la torture. En ce qui concerne la persécution et l'extermination des Juifs, la Gestapo était particulièrement vicieuse. Pendant les premières semaines de la campagne polonaise à l'automne 1939, environ 7000 Juifs polonais ont été assassinés par les forces d'intervention. Dans les mois suivants, jusqu'à la fin de 1940, les Juifs étaient de plus en plus persécutés, chassés de leurs maisons et dans certains CA ghettoisés. Les expériences diaboliques des scientifiques de la Gestapo. Heinrich Himmler avait une méfiance notoire envers les médecins, dont la plupart étaient juifs. Pourtant, il reconnaissait qu'avec tous les prisonniers que la Gestapo détenait, y compris ceux internés dans des camps de concentration, il avait une opportunité inégalée pour des expériences humaines dans le but de trouver des moyens d'améliorer la race aryenne. La Gestapo a instigé, organisé et financé la plupart des expériences. L'initiation des expériences était une demande directe à Himmler par un médecin réserviste de la Luftwaffe, le docteur Sigmund Rascher. Il était frustré de faire des expériences sur des singes, car beaucoup d'entre eux mouraient et leurs réactions n'étaient pas exactement les mêmes que celles des humains. Il a demandé à Himmler de lui permettre de faire des expériences sur des êtres humains et Himmler a accepté. Cette demande n'était pas surprenante. Il y avait déjà eu le précédent de l'euthanasie pratiquée sur des incurables, des homosexuels et des personnes folles au début de la guerre. Certaines expériences avaient d'abord été essayées sur des prisonniers allemands. En octobre et novembre 1938, le docteur Sammestrang avait été autorisé à utiliser les prisonniers du camp de Sachsenhausen pour ces expériences d'eau froide, qui ont ensuite été reprises à Dachau.
Tout cela a conduit Himmler à accepter avec enthousiasme la demande de Rascher, qui satisfaisait sa propre manie scientifique. Et le 22 mai 1941, Himmler a ordonné que des prisonniers soient mis à la disposition du docteur Rascher pour ses recherches sur le volume en haute altitude. Immédiatement, des chambres à basse pression ont été installées à Dachau, au centre même de cette réserve inépuisable de cobayes humains. Les résultats étaient diaboliques. Les prisonniers à l'intérieur des chambres à basse pression étaient soumis à un vide jusqu'à ce que leurs poumons éclatent. Certaines expériences produisaient une telle pression dans la tête des hommes qu'ils devenaient fous, s'arrachant les cheveux pour soulager cette pression. Ils se lacérèrent la tête et le visage avec leurs ongles, se mutilant dans leur frénésie. Ils frappaient contre les murs et hurlaient pour libérer la pression sur les tympans. Ce processus de création d'un vide absolu se terminait généralement par la mort du sujet. En effet, certains des assistants du docteur Rascher considéraient que ces chambres étaient un moyen d'exécution et non d'expérimentation. Ces expériences ont continué jusqu'en mai 1942. Environ 200 prisonniers y ont participé. 80 sont morts dans la chambre à basse pression. Les autres sont ressortis plus ou moins gravement blessés de façon permanente. Rascher a ensuite commencé une série de nouveaux tests sur les effets du froid. Le but était de découvrir la meilleure combinaison de volume pour les aviateurs effectuant des raids sur l'Angleterre, souvent abattus dans la mer du Nord. Beaucoup d'entre eux, qui atteignaient l'eau indemne, mouraient de froid après quelques heures d'immersion. Rascher a installé à Dachau des réservoirs spéciaux et une usine de réfrigération. La Luftwaffe suivait ces travaux avec intérêt et la Gestapo fournissait des assistants. Les tests de froid ont continué d'août 1942 à mai 1943. Pour les expériences sur les effets du froid sec, les sujets étaient exposés à l'hiver allemand glacial, complètement nus en plein air pendant des nuits entières. Leur température corporelle tombait à 25 degrés Celsius, ils étaient ramenés inconscients et des expériences de réchauffement et de restauration étaient alors effectuées. Himmler a insisté pour que le réchauffement par chaleur animale soit essayé, et 4 femmes ont été amenées de Ravensbrück. Elles devaient se coucher nues sur les corps glacés des victimes pour essayer de les ramener à la vie. Naturellement, cela fut infructueux. Pour leurs expériences sur les effets du froid humide, les sujets étaient plongés dans de l'eau glacée, soit nus, soit vêtus d'une combinaison de volume. Une ceinture de sauvetage les empêchait de couler. La pire de toutes ces expériences a été réalisée à Dachau sur 2 officiers russes. Les 2 hommes ont été remontés du bunker. Ils n'avaient pas le droit de se parler. Rascher les a fait se déshabiller et entrer nus dans le bassin. 2 heures plus tard, ils étaient encore conscients. Pendant la 3e heure, l'un des Russes a commencé à demander à un officier voisin de simplement les achever avec une balle. Un jeune officier polonais qui connaissait le russe a tenté de mettre fin à leur souffrance avec un chiffon imbibé de chloroforme sur leur bouche, mais Rascher l'a menacé avec un revolver. Il a demandé à l'homme polonais de ne pas interférer avec l'expérience qui a continué pendant environ 5 heures avant de se terminer par la mort des Russes. Les corps ont été envoyés à Munich pour une autopsie. Davantage d'expériences avec les homosexuels. La propagande nazie, qui qualifiait les homosexuels de parasites antisociaux et d'ennemis de l'État, a attisé les préjugés déjà existants. Les citoyens dénoncèrent des hommes pour n'importe quelle raison qu'ils pouvaient imaginer. Sur la base de ces informateurs, la Gestapo et la police criminelle saisissaient et interrogeaient arbitrairement des suspects, ainsi que des témoins possibles. Ceux qui étaient dénoncés étaient souvent forcés de donner les noms d'amis et de connaissances, devenant ainsi eux-mêmes des informateurs. Les interrogatoires de suspects homosexuels étaient particulièrement brutaux. Le 26 octobre 1936, le parti nazi a fait un pas de plus dans la répression de l'homosexualité. Heinrich Himmler a fondé le bureau central du Reich pour la lutte contre l'homosexualité et l'avortement au sein de la police de sécurité. Pour les responsables nazis, l'homosexualité et l'avortement étaient étroitement liés, car ils empêchaient tous deux le développement naturel de la vie en freinant la croissance démographique. En effet, pour les nazis, l'interruption d'une grossesse qui pourrait donner naissance à un enfant arien allemand était un crime équivalent au refus de procréer un arien allemand en premier lieu. Après 1936,
les nazis ont institué un registre de police nationale pour toutes les questions sexuelles qu'ils croyaient empêcher l'expansion de la race aryenne. L'homosexualité est restée une infraction pénale pendant l'ère nazie. La Gestapo, les tribunaux et les prisons ont traité la grande majorité de ces affaires. Beaucoup des affaires homosexuelles traitées par la Gestapo se sont soldées par l'envoi de l'accusé dans un camp de concentration. Dans les prisons, les homosexuels portaient des uniformes de prison ordinaires, sans marque d'identification. On estime qu'entre 1933 et 1945, environ 100 000 homosexuels ont été condamnés à des peines de prison pour des infractions morales et 50 000 ont passé du temps dans un camp de concentration. Dans les camps de concentration, les homosexuels portaient un triangle rose sur leurs uniformes rayés. Ils étaient souvent frappés, battus et humiliés. Ils étaient fréquemment frappés et soumis aux pires punitions imaginables. Le sort des homosexuels dans les camps de concentration ne peut être décrit que comme épouvantable. Ils étaient souvent regroupés dans des baraquements et des détails de travail spéciaux. Cette ségrégation offrait une opportunité aux éléments peu scrupuleux en position de pouvoir de se livrer à l'extorsion et au mauvais traitement. Les gardes SS croyaient que les homosexuels étaient obsédés par le sexe et avaient besoin d'une surveillance stricte pour interdire toute activité sexuelle. La nuit, ils dormaient dans des baraquements froids, sans vêtements, mais devaient toujours garder les mains au-dessus des draps. Cela était censé décourager la masturbation, car on croyait qu'elle était associée au comportement homosexuel. Les homosexuels dans les camps de concentration étaient fréquemment interrogés pour obtenir des informations sur d'autres homosexuels, les lieux où ils se rencontraient, ainsi que sur les activités antigouvernementales. Les homosexuels étaient non seulement isolés au sein des camps, mais aussi du monde extérieur. Très peu de familles étaient prêtes à soutenir leurs fils. Au contraire, la plupart des proches avaient honte d'avoir un membre de la famille homosexuel. Plus alarmant encore, ils étaient sélectionnés pour des expériences médicales horribles. À Buchenwald, par exemple, des expériences hormonales ont été menées par le célèbre médecin danois Karl Werner et le chirurgien allemand Gerhard Schidlowski. Werner croyait que les homosexuels pouvaient être guéris par une combinaison de castration, suivie d'injections de fortes doses d'hormones mâles. Les procédures ont entraîné d'énormes complications médicales pour les personnes sélectionnées et, dans certains cas, des douleurs atroces et la mort. La documentation survivante révèle que le médecin danois était totalement ignorant de ce qu'il essayait d'accomplir, ce qui implique qu'il les faisait uniquement par curiosité morbide et cruauté sans fin. Les tests n'ont été arrêtés que lorsqu'une épidémie de fièvre jaune s'est propagée dans le camp. Les nombreuses atrocités de la Gestapo contre les Juifs. Plus que les homosexuels, plus que les communistes et les francs-maçons, Himmler croyait que les Juifs étaient les ennemis les plus importants du peuple allemand pur. Cela est confirmé par la brutalité avec laquelle la Gestapo a persécuté les Juifs d'Europe. En 1933, 525 000 Juifs vivaient en Allemagne, dont 144 000 à Berlin. En 1939, il ne restait que 300 000 Juifs. De 1940 à 1944, 134 000 Juifs allemands ont été déportés vers les camps de travail forcés et d'extermination en Pologne. Le nombre total de Juifs allemands tués pendant l'Holocauste est estimé à 160 000. Les Juifs allemands qui ont survécu étaient principalement dans des mariages mixtes ou étaient les enfants de telles unions. Contrairement à la croyance populaire, la Gestapo n'a pas particulièrement persécuté les Juifs pendant les 2 premières années du Troisième Reich. Ce n'est qu'après l'adoption des lois raciales de Nuremberg, en 1935, qu'ils ont été recherchés. Les lois de Nuremberg permettaient l'arrestation des Juifs pour un nouveau crime, la profanation de la race. Cela criminalisait les relations sexuelles entre Juifs et non-Juifs. Cela facilitait donc la dénonciation des Juifs à la Gestapo pour avoir enfreint la loi. Ce n'est donc qu'après l'introduction des lois de Nuremberg que la Gestapo est devenue plus fortement impliquée dans la persécution des Juifs. De nombreux bureaux de la Gestapo ont créé des sections dédiées à la profanation de la race. À Berlin, la Gestapo utilisait souvent des techniques de piège. Un certain nombre de filles adolescentes et de prostituées ont été recrutées par la Gestapo dans le but exprès d'attirer des hommes juifs dans des situations sexuelles compromettantes. Ailleurs, la Gestapo montait des opérations de surveillance sur les couples soupçonnés d'entretenir des relations sexuelles illégales.
Il y avait souvent des descentes dans les maisons de couple pour les surprendre en train d'avoir des relations sexuelles. Entre 1935 et 1940, 1900 personnes ont été condamnées pour profanation de la race. La peine moyenne était de 18 mois pour cette infraction. Les condamnés purgeaient des peines dans des prisons ordinaires ou dans des prisons avec des travaux forcés. En mars 1936, la Gestapo s'est plainte au ministère de la Justice que les peines prononcées par les juges pour cette infraction étaient trop clémentes. Heydrich a exigé que les peines de travaux forcés soient appliquées plus régulièrement. C'est au cours de l'année 1938 que la persécution des Juifs a le plus dramatiquement escaladé en Allemagne nazie. Un décret spécial du 26 avril 1938 obligeait tous les Juifs à enregistrer toutes leurs richesses en termes d'argent et de biens. En juin 1938, la police a reçu l'ordre de réarrêter tout Juif ayant terminé une peine pour violation des lois de Nuremberg et de les transférer dans un camp de concentration. À l'automne 1938, jusqu'à 75% de toutes les entreprises juives avaient été fermées. En novembre 1938, le gouvernement d'Hitler a organisé un pogrom national anti-juif. Heinrich Müller, le chef de la Gestapo, a envoyé un mémorandum aux bureaux locaux de la Gestapo à 11h55, le 9 novembre, rapportant les actions violentes contre les Juifs déjà en cours. Müller a ordonné aux officiers de la Gestapo d'arrêter les pillages, mais de ne pas empêcher les incendies de synagogues ou le vandalisme des magasins juifs en cours. Cette nuit d'horreur bien orchestrée est devenue connue sous le nom de Kristallnacht ou Nuit de cristal. Des émeutes antisémites ont été signalées dans toute l'Allemagne. Des voyous nazis et des hommes SS ont incendié des synagogues et des maisons de prière. Des objets irremplaçables de grande valeur religieuse ont été jetés sur un bûcher de pure haine antisémite. Des juifs individuels ont été battus, des maisons et des entreprises pillées. Environ 91 juifs ont été assassinés et 30 000 juifs arrêtés, prétendument pour leur propre sécurité. Environ 10 000 juifs ont été envoyés dans les 3 principaux camps de concentration, Dachau, Sachsenhausen et Buchenwald. Presque tous les juifs arrêtés ont été libérés dans les 6 semaines. Dans un communiqué de presse, Joseph Goebbels a affirmé que les actions allemandes étaient compréhensibles. Grâce au harcèlement continu de la Gestapo, aucun juif en Allemagne ou dans les territoires conquis du Troisième Reich n'était en sécurité. L'échec des loups-garous guerriers, les derniers jours de la Gestapo. La fin de la Seconde Guerre mondiale signifiait également la fin de la Gestapo. Avec la chute du Troisième Reich, le principal organe de persécution nationale-socialiste a cessé d'exister. Pendant la guerre, la fonction de la Gestapo avait été celle d'une armée intérieure et d'un exécuteur de la guerre d'extermination contre les Juifs européens. Il y avait donc une certaine logique au fait que les pouvoirs militaires et de la police secrète se soient effondrés simultanément. La Gestapo a offert sa reddition inconditionnelle aux Alliés en mai 1945. Qui plus est, et contrairement à la plupart des autres agences du Troisième Reich, elle a acquis une notoriété immédiate pour avoir joué un rôle important dans toutes les atrocités et les crimes du régime nazi. Il était immédiatement connu des Alliés et du grand public que la Gestapo était coupable, sinon de tout, du moins de beaucoup, et nombreux étaient ceux qui l'avaient soutenue par le passé et qui ne voulaient plus rien avoir à faire avec cette institution. Cela signifiait que la Gestapo a perdu presque du jour au lendemain tout soutien structurel. C'est peut-être aussi pourquoi les plans élaborés par la direction de la police de sécurité, qui visaient à déployer des officiers de la Gestapo en tant que loups-garous guerriers contre les occupants alliés au sein du Reich, ont échoué. Sans assistance, la Gestapo ne pouvait plus fonctionner efficacement. Détachée de son réseau, elle ne pouvait plus progresser contre les ennemis massés dans le Reich. Les seules tueries commises par la Gestapo après la reddition nazie étaient l'auto-élimination de leurs membres les plus en vue. Le docteur Max Thomas, autrefois chef du groupe de travail C en Union soviétique, s'est suicidé le 6 décembre 1945 pour éviter sa poursuite imminente. Heinrich Himmler, qui avait également été ministre de l'Intérieur du Reich depuis août 1945, a également choisi cette voie et s'est suicidé avec une capsule de poison le 23 mai 1945, alors qu'il était en garde à vue britannique. Hermann Göring a été capturé et jugé lors des procès de Nuremberg,
où il a été reconnu coupable de nombreux crimes et condamné à mort par pendaison. Lui aussi s'est suicidé avec une capsule de cyanure de potassium la nuit avant d'être pendu. À ce jour, personne ne sait comment il a réussi à obtenir cette capsule alors qu'il était en garde à vue si étroite. Malgré ces mesures, et bien que peu de détails soient connus à leur sujet, le nombre d'hommes de la Gestapo de haut rang qui ont réussi à se cacher ou à fuir à l'étranger était très élevé. La soi-disant ligne de rats a conduit des criminels comme Klaus Barbie ou Adolf Eichmann via l'Italie vers l'Amérique du Sud. De nombreux sbires de la Gestapo ont utilisé leurs contacts et, dans la confusion de l'effondrement du régime, ont réussi à échapper à l'arrestation, à prendre un faux nom et ainsi à dissimuler leur passé. Klaus Barbie est même devenu un courtier de pouvoir militaire politique important et un agent de la CIA en Bolivie. Mais la fuite et la répression étaient loin d'être la règle. De nombreux agents et officiers de la Gestapo sont tombés entre les mains des armées alliées et ont été jugés devant le tribunal militaire international de Nuremberg. La Gestapo en général a été accusée de la persécution et de l'extermination des Juifs, d'atrocités et de meurtres dans les camps de concentration, d'excès dans l'administration des zones occupées ainsi que de l'abus et du meurtre de travailleurs forcés et de prisonniers de guerre. Les membres de la Gestapo ont comparu à plusieurs des procès de Nuremberg. Un des 12 soi-disant procès de Nuremberg ultérieurs traitait spécifiquement des crimes commis par les membres de la Gestapo. Lors du procès 9, par exemple, 24 chefs de groupes de travail de haut rang ont été accusés. Le procès a duré environ 6 mois et s'est terminé le 10 avril 1948, avec le plus grand nombre de condamnations à mort de tous les procès ultérieurs. Cependant, en raison de plusieurs initiatives d'amnistie au début des années 1950, seules quelques-unes de ces condamnations ont été exécutées. Avec 3 autres, seul Otto Ohlendorf, chef du groupe de travail D, a été exécuté en janvier 1951. Tout bien considéré, il semble toutefois que, malgré toutes les infractions, erreurs et défaillances, la purification politique des Alliés a été plutôt efficace. La majorité des membres de la Gestapo ont été directement affectés par les mesures et, en règle générale, la majorité des officiers ont passé 3 ans dans des camps d'internement. Un internement normal durait de la mi-1945 à la mi- ou fin de 1948. Le règne de la terreur commencé par Göring et Himmler avait finalement pris fin. Au cours des 12 années qu'a duré le Troisième Reich, des centaines de milliers de personnes ont été déplacées de force sous les ordres directs de la Gestapo. Leurs officiers décidaient qui mourait et qui vivait dans le Troisième Reich et concevaient les camps de la mort horrifiants où des millions de personnes étaient réduites en esclavage et tuées. Et non seulement cela, mais de nombreux prisonniers des camps de concentration étaient également utilisés pour des expériences indicibles, et s'ils survivaient, ils étaient envoyés dans les chambres à gaz. Une telle cruauté inimaginable était extrêmement courante dans l'empire de Hitler, et les agents de la Gestapo étaient essentiels pour réaliser le rêve du Führer d'une nation ethniquement pure sans juifs, homosexuels et autres soi-disant peuples inférieurs.